Les éditions lelivreaudio.com, en collaboration avec le site internet techno-science.net, vous proposent les actualités techniques et scientifiques numéro 4. Nous vous proposons de passer en revue ici les sujets qui seront abordés et qui sont basés sur une sélection des articles récents de techno-science.net. Vie et terre, le cerveau des parfumeurs se modifie en fonction de leur expérience. Vie et terre, savoir si une personne est habile au moment de prendre des décisions. S'exprimer en lisant dans le cerveau. Le tai chi pour réduire les chutes chez les personnes âgées. Une couche de graphène pour la sécurité alimentaire et des passagers. Copernicus, le nouveau nom du programme d'observation de la Terre. Manger moins gras engendre des symptômes de sevrage et de dépression. Chez l'homme, avoir un aîné est-il un atout ou un handicap? Identifier un groupe sanguin en 5 minutes. Étude des tactiques commerciales à l'approche de Noël. Un pacemaker biologique. Un gel microbicide bloque l'infection par le virus du sida. Les chemins génétiques associés aux troubles neurodéveloppementaux. Vie et terre, le cerveau des parfumeurs se modifie en fonction de leur expérience. Les aires cérébrales associées à l'olfaction sont plus développées chez les parfumeurs professionnels que chez le commun des mortels, entre guillemets. En outre, plus ces experts ont une longue carrière derrière eux, plus grande est la quantité de matière grise dans leurs aires olfactives. Ce nouvel exemple de l'étonnante plasticité cérébrale dont est doté l'être humain vient d'être révélé par des chercheurs du CNRS et de l'INSERM, de l'équipe Codage et mémoire olfactive du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, CNRS-INSERM, Université Claude Bernard Lyon 1, Université Jean Monnet Saint-Étienne. Ces résultats obtenus grâce à des IRM anatomiques réalisés sur des parfumeurs professionnels, des étudiants en parfumerie et des sujets témoins montrent que l'entraînement permet d'inverser la diminution du volume de matière grise des aires olfactives liées à l'âge et observées dans la population générale. Ces travaux ont été publiés dans la revue Neuroimages du 12 décembre 2012. Des images anatomiques de cerveaux de parfumeurs novices et professionnels ainsi que ceux de sujets témoins appareillés en âge ont été acquises à l'aide d'un scanner IRM. Lors de travaux précédents, les mêmes chercheurs avaient démontré que grâce à l'entraînement, les parfumeurs acquièrent la capacité d'imaginer mentalement une odeur au point de la sentir, entre guillemets, dans leur nez alors qu'elle est physiquement absente. Une faculté qui est hors de portée du commun des mortels, entre guillemets. Les scientifiques avaient aussi observé que plus l'expertise des parfumeurs était grande, plus l'activité dans les régions olfactives et mnésiques diminuait. Ce résultat, paradoxal à première vue, s'explique par le fait que la communication neuronale est chez ces experts plus efficace, rapide et spécifique. Suite à ces travaux, les chercheurs se sont demandé si l'entraînement intensif des parfumeurs se traduisait aussi par une augmentation du volume de matière grise dans les zones cérébrales liées à l'olfaction. Pour répondre à cette question, ils ont fait passer une IRM à 14 experts parfumeurs réputés, parmi lesquels Jean-Claude Helena et Daniel André. Le même examen a été réalisé sur 13 étudiants de l'Institut supérieur international de la parfumerie, de la cosmétique et de l'aromatique de Versailles, et 21 sujets dits naïfs, entre guillemets, n'ayant aucune expertise olfactive particulière. L'IRM a montré que le volume de matière grise du cortex olfactif primaire et d'une région orbitofrontale qui avoisine le sillon olfactif est plus grand chez les parfumeurs que chez les volontaires naïfs. Ce développement cérébral pourrait être dû à une augmentation du nombre des arborisations dendritiques, voire à une augmentation du nombre de neurones, mais cela n'est pas encore démontré. Ces travaux montrent aussi que le volume de matière grise est directement corrélé avec l'expérience des parfumeurs. Plus ils sont entraînés, plus le volume de ces aires olfactives est grand.
En revanche, les chercheurs ont observé que chez les sujets naïfs, ces aires cérébrales se réduisent notablement avec l'âge, phénomène continu et général lorsqu'aucun entraînement n'est réalisé. Ainsi, cela indique que les modifications cérébrales observées chez les parfumeurs seraient le fruit de l'entraînement et non de particularités innées. Ces résultats rappellent les modifications structurales observées chez d'autres types d'experts, comme les musiciens, les sportifs, les personnes multilingues, les mathématiciens ou les chauffeurs de taxi. Tous ces spécialistes réorganisent et surdéveloppent des aires cérébrales spécifiques à leur expertise. L'extraordinaire capacité du cerveau à s'adapter à la demande environnementale et à se réorganiser avec l'expérience semble être sans limite. Les parfumeurs novices et professionnels présentaient un volume de matière grise des cortex olfactifs primaire et orbital médian plus important que chez les sujets témoins. Plus les parfumeurs professionnels ont de l'expérience, plus le volume de matière grise dans le cortex orbital médian est élevé. Inversement, plus les sujets témoins sont âgés, plus ce volume diminue. Vie et terre, savoir si une personne est habile au moment de prendre des décisions. Il est possible de savoir si une personne est habile au moment de prendre des décisions grâce à une simple analyse de sa salive. Une étude réalisée à l'université de Grenade par des chercheurs du groupe de neuropsychologie et de psychoneuroimmunologie clinique a démontré que les personnes sécrètent plus ou moins de cortisol dans la salive selon leur habileté à prendre des décisions lorsqu'elles font face à une situation stressante. Afin de réaliser cette étude, ces auteurs ont employé des techniques sophistiquées de réalité virtuelle, moyennant lesquelles les participantes, toutes des femmes, furent exposées à une situation de stress. Ainsi, leur travail a mené à la conclusion que les personnes moins habiles dans la prise de décision présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress, de la salive, que celles qui prennent des décisions lorsqu'elles font face à une situation stressante. De plus, ces niveaux de cortisol furent plus élevés tout au long de la situation de stress. Le cortisol, ou hormone du stress, est un stéroïde qui sécrète depuis le cortex surrénal en réponse à l'hormone appelée corticotropine, ACTH, selon les sigles anglais, une hormone de l'hypophyse du cerveau. La sécrétion de celle-ci affecte différents systèmes corporels et joue un rôle important dans le système musculo-squelettique, dans l'appareil circulatoire, le système immunitaire, le métabolisme des graisses, les carbohydrates, les protéines et le système nerveux. Récemment, diverses études ont démontré que le stress peut affecter le processus de prise de décision des personnes. Cette composante cognitive pourrait être considérée comme une des ressources de l'affrontement au stress au moment de faire face à une situation stressante. Étude avec 40 femmes saines. Pour vérifier si une habileté adéquate de prise de décision pourrait moduler la réponse au stress face à un stresseur psychosocial, les chercheurs de l'UGR ont évalué le processus de prise de décision de 40 femmes saines à qui on a appliqué une épreuve dénommée Iowa Gambling Task. Après cela, ils ont exposé les participantes à une situation stressante dans un environnement virtuel consistant en la réalisation d'un discours face à une audience virtuelle. La réponse au stress a été évaluée moyennant l'activation de l'axe hypothalamique, hypophysaire, adrénal et des mesures du cortisol dans la salive à différents moments de la situation stressante. Les professeurs Isabelle Peralta et Ana Santos soulignent que cette étude, citation, indique de façon préliminaire qu'une bonne habileté dans la prise de décision, qui peut être une ressource importante pour affronter le stress, est associée à de moindres niveaux de cortisol face à un stresseur psychosocial. Ceci appliquerait de moindres répercussions du stress psychologique dans la santé face aux différentes situations de prise de décision qui se présentent dans notre vie. L'article Can Decision-Making Skills Affect Responses to Psychological Stress in Healthy Women
a été récemment publié dans la revue Psychoneuroendocrinology. Ses auteurs sont Ana Santos Ruiz, María Carmen García Ríos, Juan Carlos Fernández Sánchez, Miguel Pérez García, Miguel Ángel Muñoz García et Maria Isabel Peralta Ramirez du département de personnalité, d'évaluation et de traitement psychologique de l'Université de Grenade. Vie et terre, s'exprimer en lisant dans le cerveau. Des chercheurs de l'UCLA et du Technion en Israël ont réussi à décoder des voyelles à partir de l'activité neuronale qui conduit à leur articulation, une conclusion qui pourrait permettre à des personnes paralysées de parler grâce à une interface cerveau-ordinateur. Le professeur Shai Shoham et le docteur Ariel Tankus du département du génie biomédical de Technion avec le professeur Itzhak Fried de l'Université de Californie Los Angeles, UCLA, et de l'Université de Tel Aviv et le département du Centre médical de neurochirurgie ont décrit la manière dont les neurones dans différentes régions du cerveau humain encodent les différents segments de paroles, voyelles, au cours de leur articulation dans la prestigieuse revue Scientific Nature. Cette découverte permettra indirectement aux scientifiques de décoder le contenu du discours des sujets sur la base de l'activité du cerveau seul. Une des applications possibles du décodage de la parole à partir de l'activité cérébrale est la création d'une interface cerveau-ordinateur qui permet de restaurer les facultés de la parole chez les personnes paralysées qui ont perdu la faculté de s'exprimer. Il y a des maladies dans lesquelles le corps entier du patient est paralysé. Il est effectivement enfermé, locked-in syndrome, et est incapable de communiquer avec l'environnement, mais son esprit fonctionne encore, explique le professeur Shoham, chef du Neural Interface Engineering Laboratory du département de génie biomédical du Technion. Notre objectif à long terme est de restaurer la capacité de ces patients à parler en utilisant des systèmes qui comprennent des électrodes implantées dans le cerveau, le décodage de l'activité neuronale qui correspond à la parole et la production artificielle de sons stimulant la parole. À cet effet, nous avons voulu d'abord comprendre comment l'information sur la syllabe articulée est codée dans l'activité électrique d'un neurone individuel dans le cerveau, et ensuite d'une population de neurones. Dans nos expériences, nous avons identifié des populations de cellules qui participent distinctement à cette représentation. Par exemple, les cellules que nous avons enregistrées dans une zone du lobe frontal médial qui comprend le cortex cingulaire antérieur nous ont surpris dans la manière dont elles représentent certaines voyelles, mais pas d'autres, même si la zone n'est pas nécessairement connue comme ayant un rôle majeur dans le processus de production de la parole. Les expériences ont été menées dans l'UCLA Medical Center avec la participation de patients épileptiques dont des électrodes profondes ont été implantées dans le cerveau par le professeur Fried et son équipe. L'objectif de l'implant est de localiser le foyer épileptique, qui est la zone du cerveau où les crises d'épilepsie commencent. Après avoir été opérés, les patients ont été hospitalisés pour 1 semaine ou 2 avec les électrodes dans leur cerveau en attendant l'apparition de crises spontanées. Pendant ce temps, le docteur Tankus, qui était un chercheur postdoctoral à l'UCLA et est actuellement chercheur au Technion, a mené des expériences dans lesquelles il a demandé aux patients de formuler des voyelles ainsi que des syllabes contenant une consonne et une voyelle et a enregistré les résultats de l'activité neuronale dans le cerveau. Les chercheurs ont découvert 2 populations de neurones qui codent l'information à propos de la voyelle articulée d'une manière totalement différente. Dans la première population, identifiée dans le lobe frontal, chaque neurone encode seulement 1 ou 2 voyelles, en modifiant sa cadence de tir, mais ne modifie pas son activité quand les autres voyelles sont articulées. Cependant, dans la deuxième population, située dans le gyrus temporal supérieur, chaque neurone réagit à toutes les voyelles testées, mais la force de réaction de la cellule change graduellement entre 2 voyelles.
La compréhension de la représentation par le cerveau de la production de la parole constitue une étape importante dans la voie de décodage de l'activité cellulaire à l'aide d'un ordinateur, comme le docteur Tancus explique. Nous avons développé un nouvel algorithme qui améliore la capacité à identifier à partir de l'activité cérébrale quelle syllabe a été formulée, et cet algorithme nous a permis d'obtenir des taux très élevés d'identification. Sur la base des résultats actuels, nous menons actuellement des expériences à la création d'une interface cerveau-machine qui va restaurer les facultés de la parole à des individus handicapés et dans l'incapacité de s'exprimer. Vie et terre. Le tai chi pour réduire les chutes chez les personnes âgées. Une équipe du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, au Québec, s'est intéressé aux bénéfices du tai chi par rapport aux exercices de réadaptation conventionnels chez les personnes âgées, frêles, à risque de chute. Constat: en remplaçant des exercices de physiothérapie conventionnels par des exercices de tai chi, on réduit de 30% la probabilité que la personne âgée chute à nouveau au cours de l'année. Dans cette étude, une personne âgée frêle désigne une personne vivant à la maison, mais qui présente des incapacités physiques et nécessite d'être suivie par une équipe multidisciplinaire d'un hôpital de jour. Dans le cadre de l'étude, les participants ont pris part à une trentaine de séances d'1 heure de tai chi. Les chutes fréquentes chez les personnes âgées. Dans les pays occidentaux, les chutes accidentelles chez les personnes âgées constituent un problème important. Parmi les adultes de 65 ans et plus, 35 à 40% font au moins une chute par année. 10 à 25% de ces chutes entraînent des blessures physiques, et les personnes âgées qui ont fait une chute ont 50% de risque d'en faire une nouvelle au cours de l'année suivante. Le tai chi est une discipline qui se décline en plusieurs styles différents. Dans le cadre de l'étude, les personnes participantes ont pris part 2 fois par semaine à des séances de tai chi de type Chuan, d'une durée d'1 heure chacune, et ce durant 15 semaines. Le programme visait surtout à améliorer l'équilibre des personnes âgées frêles. Les participants exécutaient ainsi des exercices de transfert de poids et de renforcement, ainsi que des exercices de marche. Les personnes âgées frêles étaient d'abord évaluées par un physiothérapeute qui collaborait ensuite avec le moniteur de tai chi pour adapter les exercices de façon individuelle. Les exercices de tai chi étaient supervisés et consistaient en des mouvements très simples, explique Michel Toussignan, l'un des auteurs de l'étude. Les participants ont aussi appris les 3 plus importants principes du tai chi: la conscience de son corps, la relaxation et la respiration. Une activité stimulante. Le tai chi comporte des avantages, mais les exercices conventionnels ne sont pas à renier complètement pour autant. Les 2 types d'exercices sont aussi bons en ce qui a trait à la force et à l'équilibre, mais après un suivi d'1 an auprès des patients, on a découvert que ceux qui avaient suivi les cours de tai chi chutaient moins dans l'année suivant le programme, affirme l'auteur. L'efficacité du tai chi serait surtout liée au fait que c'est un exercice plus dynamique que les exercices conventionnels. Le tai chi plaît aux gens, c'est plus stimulant, donc les personnes ont plus de chances de continuer à faire les exercices par elles-mêmes une fois le programme terminé, explique Michel Toussignan. Bien que l'étude apporte des conclusions intéressantes, aucun programme d'exercice de tai chi n'a encore été implanté à ce jour à grande échelle. Toutefois, un type d'exercice adapté du tai chi est présentement utilisé à nouveau dans le cadre d'un projet de recherche pour améliorer l'équilibre des personnes qui ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral. Ces résultats seront un atout pour juger de la pertinence d'utiliser le tai chi en réadaptation. Physique, une couche de graphène pour la sécurité alimentaire et des passagers. Une équipe de chercheurs de l'Institut des nanosciences du Conseil national des recherches CNR Nano, en collaboration avec les universités de Cambridge et de Montpellier, a mis au point un nouveau type de capteur qui utilise le graphène,
un réticulum de carbone de l'épaisseur d'un seul atome afin de détecter les ondes terahertz. Cette étude financée par le ministère italien pour l'éducation, l'université et la recherche, le MIUR, a été publiée sur la revue Nature Materials. Dans le réticulum de graphène, les électrons sont capables de se déplacer avec une vitesse extrêmement élevée. De ce fait, le matériau répond de manière très efficace lorsque ces électrons sont atteints par des radiations électromagnétiques, notamment dans le spectre de fréquence des terahertz, commente Vittorio Pellegrini. Ce dernier est auteur de l'étude conjointement avec Alessandro Tredicucci, Miriam Vitiello, Marco Pollini et Leonardo Vicarelli du laboratoire NEST du CNR Nano et de l'école normale de Pise. Nous avons profité de ce phénomène pour obtenir des détecteurs avec des performances potentiellement supérieures aux technologies actuelles. Les ondes terahertz sont une radiation électromagnétique de fréquence à peine supérieure aux micro-ondes, ce qui est idéal pour des applications pour des contrôles de sécurité des passagers ou le contrôle de qualité des procédés industriels, étant donné que ces ondes peuvent pénétrer les vêtements, les bagages, les boîtes et les emballages sans aucun risque pour la santé. Dans les faits, l'exploitation commerciale des rayons terahertz, par exemple appliquée à un scanner corporel ou des contrôles alimentaires, est limitée par les technologies de détection qui ne sont pas assez rapides ni sensibles et requièrent des températures très basses, commente Vittorio Pellegrini. Nos dispositifs sont en mesure de réaliser des scans de manière rapide à échelle macroscopique et à température ambiante. Le fonctionnement a été testé grâce à une radiographie d'un emballage en carton contenant des capsules de café en aluminium. Les images produites par les scans réalisés grâce aux capteurs montrent clairement et avec une bonne résolution les capsules ainsi que les interstices entre elles, ajoute Andrea Ferrari de l'université de Cambridge, également co-auteur de l'étude. La recherche sur le graphène continue à donner des résultats surprenants et à attirer des investissements en ressources humaines et financières partout dans le monde. Le projet Flagship Graphène a été récemment présenté à l'Union européenne. Ce projet, coordonné par Andrea Ferrari et Vittorio Pellegrini pour l'Italie et le Royaume-Uni, s'effectuera à une échelle encore jamais vue en Europe. Nous avons proposé une feuille de route pour créer d'ici 10 ans une nouvelle technologie basée sur le graphène et d'autres matériaux bidimensionnels avec le support de 80 institutions et industriels regroupant 120 équipes de recherche, conclut Andrea Ferrari. Dans les prochains mois, l'Union européenne décidera si financer ou non le projet à hauteur d'1 milliard d'euros permettrait de maintenir l'Europe comme leader de la recherche fondamentale sur ce matériau et de ses applications industrielles. Vie et Terre, Copernicus, le nouveau nom du programme d'observation de la Terre. Copernicus est le nouveau nom du programme d'observation de la Terre de la Commission européenne, par l'acronyme GMES, Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité. Cette nouvelle dénomination a été annoncée aujourd'hui lors du Conseil compétitivité par Antonio Tajani, vice-président de la Commission. Dans un monde où le risque de catastrophe naturelle ou autre ne cesse de croître, Copernicus a pour mission de surveiller l'état de l'environnement terrestre, marin et atmosphérique et de renforcer la sécurité des citoyens. Parallèlement, Copernicus est un moteur de la croissance économique et de l'emploi. Selon une récente étude, il est susceptible de créer jusqu'à 85 000 emplois durant la période 2015 à 2030. Le vice-président de la Commission européenne et commissaire chargé de l'industrie et de l'entrepreneuriat, Antonio Tajani, a déclaré « En rebaptisant le GMES, nous rendons hommage à un grand scientifique et observateur européen, Nicolas Copernic, à l'instar de cet initiateur dont les théories révolutionnaires au XVIe siècle
ont contribué à mieux comprendre notre monde, le programme européen d'observation de la Terre nous transmet une connaissance approfondie de notre planète en pleine mutation, ce qui permet d'engager des actions concrètes en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Le programme Copernicus est désormais arrivé à maturité et tous ses services entreront prochainement en phase opérationnelle. L'augmentation de la disponibilité des données entraînera une plus grande adhésion et la part des utilisateurs va augmenter, ce qui contribuera à cette croissance dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Pourquoi rebaptiser GMES? Pourquoi Copernicus? Tous les services de Copernicus entreront bientôt en phase opérationnelle. L'adhésion des utilisateurs suivra rapidement en raison d'une disponibilité accrue des données. Ce nouveau nom permettra de sensibiliser le public au programme à tous les niveaux géographiques et socio-économiques, offrant ainsi des possibilités pour la croissance et l'emploi. L'accent sera mis en particulier sur les acteurs régionaux et locaux, qu'il s'agisse d'autorités publiques, de sociétés privées ou de citoyens. En choisissant le nom Copernicus, nous rendons hommage à un grand scientifique et observateur européen, Nicolas Copernic. Sa théorie de l'héliocentrisme est considérée par beaucoup comme le principal précurseur de la science moderne. Il a ouvert à l'homme un univers infini, limité jusque-là par la rotation des planètes et du Soleil autour de la Terre, et a créé un monde sans frontières. L'humanité a pu bénéficier de ces idées, éveillant ainsi l'esprit de la recherche scientifique qui nous a permis de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Copernicus. Copernicus consiste en un ensemble de services qui collectent des données et fournissent des informations par l'intermédiaire de satellites et de capteurs terrestres qui observent l'environnement et les phénomènes naturels se produisant sur la planète. Le programme Copernicus est non seulement un outil destiné à améliorer la qualité de vie des citoyens européens, mais il est également susceptible de jouer un rôle important dans la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi. Copernicus ne remplace pas les capacités européennes existantes, mais les complète en vue de répondre aux besoins des utilisateurs et de garantir la durabilité et l'autonomie européenne à long terme. Copernicus renforce notre sécurité de diverses façons, par exemple grâce à une meilleure gestion des catastrophes naturelles qui permet d'intervenir plus tôt et de prévenir ainsi les pertes humaines et les dégâts matériels. Le programme fournit également des informations fiables pour l'observation et la prévision du changement climatique. Copernicus aide à améliorer la gestion de nos ressources naturelles, contrôle la qualité de l'atmosphère et des océans et contribue à l'optimisation de nos activités agricoles, ainsi qu'à la promotion des énergies renouvelables. Il permet de mieux aménager nos villes en contrôlant le déploiement urbain et en fluidifiant le trafic. Pour plus d'informations, voir en anglais http://copernicus.eu. Vie et terre, manger moins gras engendre des symptômes de sevrage et de dépression. Même avant que l'obésité se manifeste, consommer des aliments gras et sucrés occasionne des modifications chimiques dans le cerveau. Suivre un régime pourrait donc provoquer des symptômes similaires à ceux du sevrage de drogue, selon une étude publiée aujourd'hui par Stéphane Fulton, PhD de la faculté de recherche de médecine et du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRCHUM. En travaillant avec les souris, dont le cerveau est comparable à bien des égards à celui des humains, nous avons découvert que la neurochimie des animaux ayant consommé des aliments à teneur élevée en gras et en sucre était différente de celle des animaux ayant bénéficié d'une alimentation saine, explique Madame Fulton. Les substances chimiques modifiées par le régime sont associées à la dépression. Un changement de régime cause ensuite des symptômes de sevrage et une sensibilité accrue aux situations stressantes. C'est ainsi qu'un cercle vicieux de mauvaises habitudes alimentaires s'installe.
L'équipe de recherche a nourri un groupe de souris avec des aliments à faible teneur en gras et un deuxième groupe avec des éléments à teneur élevée en gras pendant 6 semaines, en surveillant comment les différents aliments influaient sur le comportement des animaux. Les lipides représentaient 11% des calories du régime faible en gras et 58% du régime riche en gras. Les animaux ayant suivi ce dernier régime ont vu leur tour de taille augmenter de 11%, sans pour autant devenir obèses. Madame Fulton et ses collègues ont ensuite utilisé différentes techniques scientifiquement reconnues pour évaluer la relation entre le fait de récompenser les souris avec de la nourriture et les comportements et émotions qui en résultent. Les chercheurs ont examiné le cerveau des souris pour déterminer les modifications. Les souris nourries d'aliments à teneur élevée en gras ont démontré des signes d'anxiété, notamment en évitant les espaces ouverts. En outre, leur cerveau avait été physiquement altéré par leur expérience. Les chercheurs se sont notamment intéressés à la dopamine, une molécule présente dans le cerveau qui permet à ce dernier de nous récompenser par des sentiments agréables, nous encourageant ainsi à apprendre certains types de comportements. Cette substance chimique est la même chez les humains que chez les souris et les autres animaux. De son côté, le CREB est une molécule qui gère l'activation des gènes participant au fonctionnement de notre cerveau, notamment ceux qui déclenchent la production de dopamine. Il contribue aussi à la formation des souvenirs. Le CREB est beaucoup plus activé dans le cerveau des souris nourries aux aliments riches en gras, et celle-ci présente aussi des niveaux plus élevés de corticostérone, une hormone associée au stress. Cela explique tant la dépression que le cycle de comportement négatif, souligne Madame Fulton. Il est intéressant de constater que ces changements se produisent avant l'obésité. Ces résultats ébranlent notre compréhension de la relation entre l'alimentation, le corps et l'esprit. Ils donnent matière à réflexion sur la façon dont nous pouvons soutenir psychologiquement les personnes qui cherchent à adopter de saines habitudes alimentaires, peu importe leur corpulence. À propos de cette étude, l'étude a été publiée dans l'International Journal of Obesity et la recherche a été financée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, l'Association canadienne du diabète et la Fondation canadienne pour l'innovation. Madame Fulton et son équipe font partie d'un réseau de recherche dont les membres travaillent conjointement à étudier les raisons biologiques de l'obésité et des troubles qui y sont associés, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers et bien sûr la dépression. Elle travaille au Centre de recherche du diabète de Montréal, un établissement allié au CRCHUM et à 4 universités montréalaises, qui réunit des installations pour la recherche clinique, la recherche en biologie cellulaire et en microscopie, ainsi que la recherche sur la physiologie des rongeurs. Autre sujet. Chez l'homme, avoir un aîné est-il un atout ou un handicap? Si avoir des frères et sœurs aînés augmente les chances de survie dans l'enfance, les effets de la fratrie à long terme ne sont pas forcément positifs pour les individus. C'est ce que révèle l'analyse d'une population rurale finlandaise des XVIIIe et XIXe siècles, réalisée par des chercheurs de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, CNRS, Université Montpellier 2, IRD, en partenariat avec l'Université de Sheffield au Royaume-Uni. Une photo présente des familles finlandaises au XIXe siècle. La présence d'un aîné de même sexe dans la fratrie fait baisser la possibilité pour ces cadets d'avoir des enfants et le nombre d'enfants engendrés. Les spécialistes de l'évolution humaine l'ont déjà montré lors de précédentes études. Avoir des frères et sœurs aînés peut se révéler un véritable atout pour le petit homme, qui voit ainsi ses chances de survie augmenter.
Aucune étude ne s'était cependant penchée sur les effets à long terme de cette fratrie sur le destin des individus, et notamment sur leur succès reproducteur. Une première que viennent de réaliser des chercheurs de l'Institut de l'évolution de Montpellier en partenariat avec l'Université de Sheffield au Royaume-Uni. Pour ce faire, les chercheurs ont analysé les généalogies fournies par différents registres paroissiaux de la Finlande des XVIIIe et XIXe siècles, soit un échantillon de plus de 20 000 individus. Les statistiques sont sans appel. Si avoir au moins un frère ou une sœur aînée augmente la survie pendant l'enfance dans ces familles de 6 enfants en moyenne, notamment parce que les aînés augmenteraient les ressources de la famille en travaillant et participeraient aux soins des plus petits, les effets s'inversent à l'âge adulte. La présence d'un aîné de même sexe dans la fratrie fait baisser et la probabilité d'avoir des enfants et le nombre d'enfants engendrés, indique Aida Nietzsche, l'auteur principal de cette étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B. Au-delà d'une possible concurrence entre frères et sœurs, les effets induits par les géniteurs seraient déterminants. À l'âge adulte, les parents ont tendance à favoriser les aînés. C'est généralement le fils aîné qui hérite de la ferme et la fille aînée qui dispose de la meilleure dot, explique la doctorante à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Reste maintenant à savoir si ces effets sont toujours observables dans les populations modernes. Vie et terre, identifier un groupe sanguin en 5 minutes. Dans certaines situations d'urgence, il apparaît primordial de réaliser un test de détermination du groupe sanguin le plus rapidement possible. Actuellement, des techniques existent afin de déterminer un groupe sanguin en 30 minutes. Dans certaines circonstances, ces 30 minutes sont trop longues. Sarah Pimenta, étudiante en ingénierie biomédicale au centre Algorithmie de l'université du Minho, Portugal, a développé un dispositif portatif permettant de déterminer un groupe sanguin en 5 minutes. Ce système est basé sur une analyse spectrophotométrique déterminant le groupe sanguin et le rhésus du patient, système ABO-RH. La spectrophotométrie consiste à mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une solution. Les systèmes ABO et RH sont les deux systèmes les plus importants. Le système ABO permet de classer les groupes sanguins selon la présence d'antigène A, groupe sanguin A, ou B, groupe sanguin B, à la surface des globules rouges. Le système RH permet de classifier les individus selon la présence de l'antigène D à la surface des hématies. RH négatif signifie l'absence de l'antigène D et RH positif signifie la présence de l'antigène D. Sarah Pimenta a confié qu'elle a toujours travaillé sur ce projet pour pouvoir sauver des vies dans le but de réaliser des transfusions sanguines rapidement et de manière plus sûre. Elle vient de recevoir le premier prix s'élevant à 2000 € du Fraunhofer Challenge Portugal 2012. Ce concours a été organisé par le centre de recherche Fraunhofer ICOS Research Center for Assistive Information and Communication Solutions, qui fait partie du Fraunhofer Gesellschaft, la plus grande organisation européenne de recherche appliquée dans les sciences de l'ingénieur. Autre sujet, étude des tactiques commerciales à l'approche de Noël. Prenez ce sac à main, vous verrez comme il tient bien. Si une vendeuse vous propose de toucher à un bien de consommation, méfiez-vous. Le fait de saisir un objet augmente le sentiment de propriété vis-à-vis de cet objet et donne encore plus envie de l'acheter. C'est l'effet de dotation, affirme Jean-Charles Cheba, professeur à HEC Montréal et titulaire de la chaire de gestion des espaces commerciaux et du service à la clientèle. Le marketing commercial est un des domaines de recherche auquel se consacre le professeur Cheba depuis une vingtaine d'années,
en plus du marketing de la santé et des conflits entre clients et entreprises de services. Le chercheur s'est notamment intéressé à l'effet des odeurs et de la musique sur le comportement des consommateurs. Il en connaît long sur les tactiques employées par les commerçants pour inciter les clients à acheter. L'arsenal des stratégies utilisées, surtout dans la période des fêtes, privilégie les sensations qui permettent d'atteindre le consommateur par l'affectivité, l'émotion et l'attrait provoqués par plusieurs sens. Le problème des commerçants est de suivre des recettes et non pas des méthodes, dit-il. L'expérience auditive et olfactive. Le prix est un facteur incontournable. Dans certains secteurs, comme l'électronique, il est la base même de toute la stratégie avant le service à la clientèle, selon Jean-Charles Cheba. Tout se joue en magasin où en général le client ne sait pas s'il va acheter quelque chose, ce qu'il va acheter, sur quelle marque s'arrêtera son choix, à quel prix et à quelle quantité. Ce flou décisionnel le rend malléable aux effets de variables relatives à l'ambiance, comme les odeurs et la musique. L'objectif visé par ces stratégies est d'attirer et de retenir le client, indique M. Cheba. Plus il restera longtemps dans le commerce, plus il est probable qu'il y fera des achats. Les 2/3 des dépenses effectuées le sont de façon spontanée. Le professeur Cheba est l'auteur de plusieurs études originales sur les effets des odeurs et de la musique, menées auprès de quelques 600 consommateurs et publiées dans les revues comme le Journal of Business Research, le Journal of Service Research et Environment and Behavior. Ces résultats démontrent des différences importantes entre les consommateurs dont les achats étaient planifiés et ceux qui achetaient de manière plus impulsive. Les consommateurs dont les achats n'étaient pas programmés ont dépensé 2 fois plus que le groupe témoin et les acheteurs planificateurs lorsque de la musique était diffusée. Paradoxalement, les dépenses ont baissé substantiellement quand musique et odeur étaient combinées. Les données montrent en outre que les acheteurs impulsifs aiment davantage l'activité de magasinage que les acheteurs planificateurs, ce qui peut expliquer pourquoi ils sont plus sensibles à la stimulation sensorielle. Le professeur Cheba attribue l'effet négatif de la combinaison musique et odeur pour les achats tant planifiés que non planifiés à une possible surstimulation. Les odeurs ont réellement une influence sur le consommateur, mentionne-t-il, mais trop de stimulation peut être à l'origine d'une surcharge sensorielle, entre guillemets, qui risque de causer des désagréments à l'acheteur et de perturber l'acte d'achat. Conclusion, réfléchissez bien avant de toucher quoi que ce soit, surtout si vous êtes un acheteur impulsif et qu'il y a de la musique dans le magasin. Vie et terre, un pacemaker biologique. Imaginez qu'une simple injection de tissu cardiaque puisse réparer un cœur déficient. C'est ce qu'indiquent les résultats, certes préliminaires, mais prometteurs d'une recherche dirigée par les docteurs Oren Caspi et Lior Gepstein de la faculté de médecine de Technion en Israël et qui a donné lieu à une publication dans le journal Cellular and Molecular Life Sciences. Ces scientifiques ont développé du tissu musculaire cardiaque sain et fonctionnel en reprogrammant des cellules souches issues des cellules de la peau. Ils ont constaté que ces nouvelles cellules cardiaques ont la capacité de réinitialiser le rythme de tout le tissu cardiaque malsain qui est situé autour et agissent donc comme un pacemaker biologique. Ces cellules se comportent comme des cellules cardiaques jeunes et saines, telles qu'on les observe chez les nouveau-nés. Les patients souffrant de problèmes cardiaques pourraient donc être traités par une injection de nouvelles cellules cardiaques issues de leurs propres cellules souches. Le pacemaker est un dispositif bien connu permettant de réguler le rythme cardiaque, mais il est évident que l'insertion d'un boîtier électronique près du cœur n'est pas bénigne et certaines complications infectieuses peuvent se produire. Une injection de ses propres cellules apparaît comme une solution bien moins invasive. Pour l'instant,
Ce traitement n'a été testé que sur des cochons. Cette percée a été rendue possible grâce aux précédents travaux du Dr Caspi et de son collègue le professeur Lior Epstein, qui, en mai 2012, ont réussi à générer des cellules cardiaques en reprogrammant des cellules souches d'œufs. Ils ont obtenu, à partir de la peau d'un individu, des cellules souches pluripotentes, induites, qui ont le potentiel de se transformer en n'importe quelle cellule du corps humain. En altérant les conditions de leur développement, il leur a été possible de générer des cellules cardiaques. Le docteur Caspi tempère tout de même les grands espoirs soulevés par cette étude. La technologie est totalement nouvelle et de nombreuses analyses sont nécessaires avant l'émergence d'un traitement. Ces travaux sont capitaux de par l'importance des dégâts causés par les maladies cardiovasculaires. En France, 500 000 personnes sont atteintes de cette pathologie et la mortalité associée à l'insuffisance cardiaque augmente année après année. Vie et Terre, un gel microbicide bloque l'infection par le virus du sida. L'efficacité d'un gel microbicide pour bloquer l'infection par le virus du sida a été démontrée chez un modèle primate par des chercheurs du CEA, de l'Université Paris-Sud et du CNRS. Dans ce gel, de petits peptides piègent le virus en mimant son récepteur à la surface de ses cellules cibles, la molécule CD4. Ces résultats constituent une démonstration de principe indispensable à un éventuel essai clinique. Dans le monde entier, la communauté scientifique travaille à l'élaboration d'un vaccin contre le virus du sida, le VIH. Parallèlement, d'autres travaux visent à réduire le risque de transmission du virus par l'application d'un gel microbicide sur le site même de l'exposition afin de protéger les utilisateurs lors de rapports sexuels. Cette approche est développée par le consortium européen CHAARM, Combined Highly Active Antiretroviral Microbicides. Dans ce cadre, une équipe du CEA IBTEC-S développe depuis plusieurs années des mini-protéines qui pourraient améliorer l'efficacité de gel microbicide en bloquant l'entrée du virus dans les lymphocytes T, cellules du système immunitaire. Ces mini-protéines miment le récepteur CD4 qui constitue le point d'entrée du VIH à la surface de ces cellules. Elles peuvent ainsi tromper entre guillemets le virus et le piéger. Appelés mini-CD4S, ces peptides ont pu neutraliser la transmission du virus lors de tests cellulaires in vitro. Formulés en gel microbicide par une équipe de l'Institut Galien Paris-Sud, Université Paris-Sud CNRS, ils ont été testés pour la première fois sur un modèle primate par une autre équipe mixte, CEA Université Paris-Sud, au sein de l'IMETI, étape incontournable avant l'accès aux phases cliniques sur l'homme. 6 macaques femelles ont reçu une application du gel contenant 0,3% de mini-CD4S. 1 heure après l'application du gel, elles ont été exposées à une forte dose de virus, 10 fois la dose nécessaire pour provoquer l'infection dans 50% des cas. 5 d'entre elles ont été totalement protégées de l'infection virale. Aucune trace de virus n'a été retrouvée chez ces dernières. La protection a été confirmée par une absence totale de séroconversion. Les animaux ne sont ni séropositifs ni malades. Ces travaux, reportés dans le journal PLOS Pathogens du 6 décembre, montrent que les peptides mini-CD4S, formulés dans un gel microbicide, constituent une voie de prévention prometteuse pour protéger efficacement l'organisme contre l'infection par le virus du sida lors de rapports sexuels. Vie et Terre, les chemins génétiques associés aux troubles neurodéveloppementaux. Des chercheurs de l'Institut Douglas ont découvert un nouveau processus génétique qui pourrait un jour fournir une nouvelle cible
pour le traitement des troubles neurodéveloppementaux tels que la déficience intellectuelle et l'autisme. L'étude qui est publiée dans le numéro de décembre de The American Journal of Human Genetics a été menée par Carl Ernst, chercheur à l'Institut Douglas, professeur adjoint au département de psychiatrie de l'Université McGill et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en génétique de la psychiatrie. M. Ernst et ses collègues ont découvert que des mutations génétiques ayant un impact négatif sur le développement du cerveau peuvent se produire dans une famille de gènes dont la fonction était auparavant inconnue dans le génome humain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles neurodéveloppementaux affectent un enfant sur 6 dans les pays industrialisés, diminuant la croissance et le développement du cerveau du système nerveux central. Les troubles neurodéveloppementaux englobent une vaste gamme de troubles, y compris le retard du développement, le trouble du spectre de l'autisme et la paralysie cérébrale. Les gens aux prises avec des troubles neurodéveloppementaux peuvent éprouver des difficultés en matière de langage, de parole, d'apprentissage, de comportement, d'habileté motrice et de mémoire. On pense que les mutations de gènes pourraient être à l'origine de nombreux troubles neurodéveloppementaux. Toutefois, tous les gènes qui jouent un rôle important dans le développement du cerveau et qui ont été découverts à ce jour empruntent le même chemin. Les gènes sont d'abord codés dans l'ADN, qui se transforme en ARN, qui à son tour se transforme en protéines. Les protéines forment l'unité fonctionnelle de l'organisme et sont les principaux éléments de toute activité biologique. Avant la présente étude, toutes les mutations génétiques importantes qui avaient été identifiées pour les troubles neurodéveloppementaux se produisaient dans des gènes qui fabriquent des protéines. Les travaux de Carl Ernst et de son équipe ont permis d'identifier un important raccourci dans le processus de fabrication des molécules fonctionnelles servant au développement du cerveau. En séquençant le génome de 200 personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux et d'anomalies chromosomiques, et en comparant les résultats avec plus de 15 000 échantillons témoins, les chercheurs ont fait une découverte surprenante. Certaines personnes avaient des mutations dans un gène qui ne fabrique pas de protéines. Notre découverte nous indique que des mutations dans les gènes qui se transforment seulement en ARN et qui ne fabriquent pas de protéines peuvent avoir un impact fonctionnel et entraîner des anomalies du développement neurologique, affirme M. Ernst. Dans le cadre d'études antérieures portant sur le développement du cerveau, l'ARN était seulement considéré comme un joueur intermédiaire qui ne servait que de gabarit pour la production des protéines. En explorant un nouveau domaine d'étude en lien avec l'ARN, Carl Ernst veut mieux comprendre les causes fondamentales des troubles neurodéveloppementaux. Nous espérons jeter une lumière nouvelle sur le développement du cerveau, ajoute-t-il. Voilà, c'est la fin de ce numéro 4 des actualités techniques et scientifiques. Nous remercions le site internet techno-science.net pour la mise à disposition des contenus qui ont permis le présent numéro. À bientôt et merci pour votre soutien.